vous avez dû déjà entendre 1000 fois cette phrase qu'on dit souvent dans nos exposés pour introduire la révolution russe, que c'est l'événement le plus important de l'histoire, parce que pour la première fois, les masses exploitées, les travailleurs, les paysans pauvres, ont pris le pouvoir et l'ont conservé pendant une certaine période de temps. Et donc, avec raison, on étudie beaucoup la révolution russe, la période entre février et octobre 1917, et on parle aussi souvent du stalinisme, du développement de la bureaucratie en URSS, développement qui va s'accélérer surtout après la mort de Lénine en 1924. Mais on parle un peu moins de cette période-là, en fait, entre ces deux événements. Donc la période qui nous intéresse aujourd'hui, entre 1918 et 1924, c'est celle des bolcheviks au pouvoir. Et c'est dommage parce que c'est une période très intéressante. Déjà parce que c'est une période très inspirante, pleine d'espoir, de sacrifices énormes, de difficultés gigantesques que les masses russes et les bolcheviks ont dû surmonter, mais aussi parce qu'elle est pleine en fait en leçons pour les révolutionnaires aujourd'hui. Et donc c'est important d'étudier cette période aussi, justement pour comprendre mieux la différence entre le bolchevisme authentique et le stalinisme, la différence entre le régime de Lénine et de Trotsky et celui de Staline, qui n'ont rien à voir. Et ça, en étudiant cette période-là, on peut mieux le comprendre aussi. Et cette différence entre ces deux régimes, c'est quelque chose que les historiens bourgeois se refusent de montrer, de voir, parce que en fait, dès la prise du pouvoir jusqu'à la chute de l'URSS, ils rejettent absolument tout de la révolution et ils en font une sorte de trait continu, comme s'il n'y avait eu aucune différence en fait dans ces différentes périodes. Donc notre tâche aussi avec cette discussion, c'est d'y voir plus clair en fait sur la nature réelle en fait du régime soviétique à cette époque, donc jusqu'en 1924. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut regarder un petit peu le contexte en fait dans lequel les bolcheviks arrivent au pouvoir. La Russie, en 1917, fin 1917, c'est environ 175 millions de personnes d'une vingtaine de nationalités différentes, dispersées sur 22 millions de kilomètres carrés. C'est un pays essentiellement rural, agraire. La majorité de la population, c'est des paysans, surtout les paysans pauvres, c'est environ 80% de la population, qui n'ont pas de terre, qui sont soumis aux riches propriétaires terriens, qui contrôlent aussi l'administration locale, etc. Et qui utilisent encore des techniques en fait héritées du Moyen-Âge, donc c'est aussi une production agricole assez peu développée. Du côté de la classe ouvrière, en fait, elle est relativement petite, en fait, si on compare son poids social dans la Russie, mais elle est très concentrée, en fait, dans quelques centres urbains majeurs, comme Petrograd, Moscou. La Russie possède d'énormes ressources matérielles, mais en fait, qui sont peu utilisées, comme j'ai dit, il y a seulement quelques centres industriels. L'industrie est peu développée. Pour donner un ordre d'idée, pour 100 km² de terre, il y a seulement 0,4 km de voies ferrées, donc ça vous donne un peu une idée du développement industriel de la Russie. Mais là où c'est développé, c'est très moderne, notamment parce que ça a été développé avec l'aide du capital financier européen. Les puissances impérialistes ont étaient injectés leur capital en Russie, ont développé l'industrie et ont des intérêts économiques très importants en Russie. Et il faut aussi rajouter à ça le contexte de la Première Guerre mondiale, qui a évidemment eu un impact énorme sur l'économie russe, qui a été ruinée, ravagée, et qui a épuisé en fait les masses russes. Donc les soldats sont complètement épuisés, veulent absolument que la guerre cesse. Donc, cette arriération économique, culturelle de la Russie en 1917, évidemment, n'en fait pas le pays idéal pour une révolution socialiste. Il n'y a tout simplement pas les bases matérielles en fait, immédiates pour construire une société sans classe. Mais c'est précisément aussi les raisons pour lesquelles la révolution a éclaté en Russie avant d'autres pays. En fait. C'était le maillon faible du capitalisme européen. Et c'est pour ça que en fait, cette chaîne du capitalisme s'est brisée précisément en Russie. Et ça, les bolcheviks en étaient bien conscients qu'il n'y avait pas des conditions idéales. Mais justement, contrairement aux mencheviks qui, eux, en déduisaient que alors il ne fallait pas faire la révolution socialiste, il fallait d'abord passer par une étape de développement du capitalisme, les bolcheviks, eux, ils avaient une conception internationaliste en fait, de la révolution. Ils la voyaient comme la première étape en fait, d'une révolution mondiale, à travers laquelle les pays capitalistes plus avancés
viendrait aider la Russie soviétique. Et il comprenait aussi que, en fait, dans ce processus-là, la bourgeoisie russe était incapable de jouer un rôle révolutionnaire. Elle était incapable de diriger cette période de développement capitaliste que prônaient les mencheviks. Et la preuve en est en fait dans la paralysie totale du gouvernement provisoire, qui était essentiellement un gouvernement bourgeois, qui a été mis en place après la Révolution de février, et qui était incapable en fait de résoudre les tâches les plus urgentes de la Révolution, à savoir déjà mettre fin à la guerre et mettre en place la réforme agraire, entre autres. Et ça, c'est ce que Trotsky explique en fait avec la théorie de la révolution permanente, c'est que dans un pays qui dépend de l'impérialisme, qui a eu un développement capitaliste tardif, la bourgeoisie nationale, elle est faible, elle est incapable de jouer un rôle révolutionnaire, et donc c'est aux travailleurs, en s'appuyant sur les autres classes exploitées comme la paysannerie, que revient en fait la tâche de prendre la direction de la révolution et de balayer l'ancien régime. Et donc, entre février et octobre, face à l'inaction du gouvernement provisoire, les masses vont vite être désillusionnées et elles vont se mobiliser, surtout en fait à travers les soviets, qui forment en quelque sorte l'embryon de la nouvelle société future. Et donc, entre février et octobre, il y a cette situation de double pouvoir avec, d'un côté, le gouvernement provisoire et les soviets. Et c'est pour cette raison-là, en fait, que les bolcheviks mettent de l'avant le mot d'ordre « tout pouvoir aux soviets ». C'est vraiment ça qui va leur permettre, en fait, avec ces mots d'ordre-là corrects, ce travail patient, de gagner, en fait, la majorité dans les soviets, de gagner l'appui de la classe ouvrière et des soldats. Et c'est vraiment, en fait, ça la clé de leur succès. Bon, je passe rapidement là-dessus, parce que ça sera un exposé à part entière. Mais en tout cas, la prise du pouvoir en octobre 1917, l'insurrection, on va dire qu'elle est relativement facile. Parce que, comme j'ai expliqué, le gouvernement provisoire était très faible politiquement, donc personne n'est venu à son secours, il a pu être écarté relativement facilement. Et d'ailleurs, on le voit avec une insurrection qui a été quasiment sans effusion de sang, exception faite de Moscou, où en fait là-bas, l'insurrection a été mal préparée, et il y a eu une résistance en fait importante qui a mené à une lutte armée qui a duré 6 jours. Mais ailleurs, ça a été relativement facile. Et également, les masses vont aussi venir assez facilement à bout des premières tentatives de la contre-révolution, de reprendre le contrôle par la force après l'insurrection. Par exemple, à Petrograd, il y a une résistance armée des Junkers, qui étaient des genres d'élèves officiers, souvent issus de l'aristocratie. Ils vont facilement être désarmés par les gardes rouges, c'était des milices ouvrières qui sont formées après février. De la même façon, donc Kerensky, qui était le dirigeant du gouvernement provisoire, va, au moment de l'insurrection, s'enfuir de Petrograd, aller se réfugier un peu en périphérie, et il va rejoindre le général Krasnov, et ils vont essayer de lancer une offensive militaire contre Petrograd. Et ça, de la même façon, en fait, ils vont assez facilement être vaincus par les gardes rouges et par en fait, les travailleurs qui vont se mobiliser dans les quartiers ouvriers alentour de Petrograd pour justement aller stopper cette offensive et également provoquer des mutineries en fait, chez les Cosaques, qui étaient les troupes sur lesquelles comptaient en fait Kerensky et Krasnov. Et après cette offensive, l'échec de cette offensive-là, Kerensky va s'enfuir en France. Bref. Et donc ça c'est aussi assez relativement facile, ce qui est en fait une bonne situation, on va dire. L'idéal, c'est toujours d'être assez fort en fait politiquement pour pouvoir renverser le gouvernement sans résistance. C'est ça qu'on souhaite évidemment. Mais il y a aussi un peu ça double tranchant parce que ça a aussi alimenté un peu l'illusion que la suite serait aussi facile. Et on va le voir, ça va pas du tout être le cas. Par exemple, pour illustrer ça, quand Krasnov est arrêté, il va simplement être libéré en signant une petite déclaration que oui, je ne serai plus un contre-révolutionnaire, je vais rester pacifiste par la suite. Évidemment, il va pas faire ça, il va s'enfuir dans le sud, dans la région du Don, et prendre la tête en fait de troupes cosaques contre-révolutionnaires qui vont ensuite jouer un rôle important dans la guerre civile. Cet événement-là, c'est assez caractéristique en fait de la première période de la Révolution où justement les travailleurs font preuve de beaucoup de clémence, un peu trop. Ils laissent une grande liberté en fait aux contre-révolutionnaires. Il y a plein d'anecdotes, même d'agents, par exemple un agent britannique qui raconte
dans ses mémoires, il était en Russie au moment de la Révolution, il dit on pouvait se promener un peu partout, on allait faire des réunions entre contre-révolutionnaires, ça posait aucun problème. En fait, ça s'explique assez facilement, un peu par la naïveté du début, mais aussi par l'euphorie de la victoire, la confiance que les travailleurs avaient dans leur propre force. C'est un peu la même chose si on y pense aussi avec la commune. Les communards aussi, n'ont pas immédiatement lancé l'offensive contre les contre-révolutionnaires à Versailles. Ils vont les laisser un peu se réorganiser tranquillement. Parce qu'ils se disaient ça y est, on a gagné, on va mettre en place la société socialiste, etc. Et donc c'est intéressant de mentionner ça parce que ça n'a rien à voir avec la façon dont les historiens bourgeois vont un peu montrer que les masses étaient assoiffées de sang. Après la Révolution, c'est un peu le carnage partout. C'est pas du tout le cas. Les masses cherchaient pas spécialement à se venger des bourgeois. Au contraire, en fait, ils avaient un peu autre chose à faire, de vouloir réorganiser la société, etc. Mais en même temps, cette naïveté-là, elle a aussi un prix. Elle donne à la contre-révolution le temps de se préparer pour une nouvelle attaque plus tard. D'ailleurs, si sur le plan militaire, en fait, les anciennes classes dirigeantes ne sont pas capables de résister dans un premier temps, c'est une autre histoire sur le plan économique où en fait, au lendemain de l'insurrection, l'économie elle est encore largement dans les mains des capitalistes et ça ils vont l'utiliser pour complètement paralyser l'action du gouvernement, pour organiser des sabotages dans l'économie. Ils vont fermer des usines. Les anciens fonctionnaires refusent en fait d'obtempérer face aux demandes des dirigeants soviétiques. Et donc ça a quand même un impact important sur les premiers jours en fait de la révolution. Et ça force aussi les travailleurs en fait rapidement à prendre en main l'économie, prendre en main l'administration et un peu à improviser, de savoir comment on se débrouille avec tout ça. Donc la première tâche, on va dire, la tâche la plus urgente dans les premiers mois de la Révolution, c'est cette tâche-là de réorganiser l'État, de poser les fondations d'un nouvel État ouvrier. C'est ce que Lénine en fait expliquait quelques mois plus tôt quand il a publié l'État et la Révolution. Il soulignait cette nécessité-là pour la Révolution socialiste en fait de consolider un État ouvrier après la prise du pouvoir comme outil en fait justement pour défendre le pouvoir ouvrier. Et c'est pas si évident que ça en fait parce que y a pas vraiment d'autres expériences historiques. Il y a la Commune comme je l'ai déjà mentionné, mais ça a été une expérience très brève. Et donc, il n'y a pas vraiment de guide à suivre de comment on réorganise la société après la prise du pouvoir. Et Lénine, il voyait aussi l'urgence en fait de mener cette tâche parce que il avait conscience de la situation objective. Lui, pour le coup, il n'était pas du tout naïf et il n'était pas sûr en fait de combien de temps la révolution allait pouvoir résister sans une aide rapide en fait d'une révolution dans un des pays capitalistes avancés. Et donc, il voyait la nécessité aussi de poser un petit peu des repères, poser une base pour le futur, si jamais finalement la contre-révolution l'emporte. Il voulait donner rapidement des exemples en fait de ce qui pouvait être fait pour servir un peu de modèle pour le futur. Et donc, dans les premières semaines de la Révolution, il y a toute une série de décrets très importants qui sont publiés, qui sont discutés, adoptés par les bolcheviks. Notamment, un des mots d'ordre importants de la Révolution, c'était la terre, le pain, la paix. Et donc le premier décret, vraiment immédiatement, le jour qui suit l'insurrection, c'est le décret sur la paix, qui offre en fait, la paix à tous les pays belligérants, une paix sans annexion, sans compensation, ce qui évidemment provoque la colère des puissances alliées de la Russie pendant la Première Guerre mondiale, la France, la Grande-Bretagne, qui veulent absolument pas que la Russie quitte la guerre. Ils abolissent aussi, avec ce décret-là, la diplomatie secrète. Ils publient, ils annulent tous les traités qui avaient été signés en fait par le régime tsariste. Un deuxième décret, donc pour reprendre ce mot d'ordre-là, c'est sur la terre. Donc c'est ça le deuxième décret, c'est le décret qui vient abolir la propriété des propriétaires fonciers sur la terre sans indemnisation. Qui vient en quelque sorte en fait régulariser la situation dans les campagnes où dès l'été en fait les paysans n'ont pas attendu qu'il y ait un décret qui soit signé, ils ont déjà commencé en fait à prendre les terres, à redistribuer entre eux en fait les terres des propriétaires.
On pourrait se dire, c'est un peu en contradiction avec l'idée des bolcheviks, qu'il faut nationaliser la terre, qu'il faut collectiviser, etc. Mais justement, ils sont pragmatiques, c'est le lendemain de la Révolution, ils savent que ça ne peut pas être fait immédiatement, les petits paysans pauvres, ils sont attachés à leur terre, etc. Et donc, finalement, ils appliquent le programme des socialistes révolutionnaires de redistribuer simplement les terres dans un premier temps. C'est ça que vient consacrer un peu ce décret-là. Il y a plein d'autres décrets sur la réduction de la journée de travail à 8 heures, sur la question nationale, sur le contrôle ouvrier, la presse, etc. J'ai pas le temps de revenir là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on peut souligner, c'est que les premiers mois de la Révolution, en fait, c'est vraiment la politique du gouvernement soviétique, c'est d'aller stimuler l'action des masses, de les pousser à prendre des initiatives, avec tous ces décrets en fait qui viennent souvent légaliser quelque chose qui est déjà en train d'être mis en place par les masses, que ce soit par les travailleurs, les paysans, etc. Et on a tout ce système de commissaires du peuple qui sont en contact direct avec les organisations ouvrières, avec les soviets, dans les villages, dans les villes, etc., dans les usines. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Lénine insistait beaucoup. Il voyait en fait cette nécessité-là d'impliquer les masses dans ce processus d'organisation, de réorganisation de la société pour contrer la bourgeoisie, tout en même temps en donnant aussi une direction générale plus large. C'était pas simplement dire qu'est-ce que font les travailleurs, ok, tout est super, on signe tout en décret. Il y avait aussi cet aspect-là aussi de centralisation, aller donner une direction en fait, une direction générale. Et notamment, en décembre 1917, va être fondé le Conseil suprême de l'économie, qui va être chargé en fait de coordonner les activités de tous les organes locaux, régionaux, etc. Sur le terrain politique, à cette période-là aussi, dans les premiers mois de la Révolution, en janvier 1918, va être fondée la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Donc l'URSS, c'est seulement après la guerre civile en fait que c'est fondé, c'est en 1922, qui va être l'union des différentes républiques soviétiques. Là, on est en Russie, c'est donc la République de Russie. Et donc soviétique parce que les soviets, ils ont été au cœur en fait de la révolution. Ça a été vraiment le moteur, et donc ils constituent la base de ce nouvel État ouvrier. Au même moment, il y a toutes sortes de débats, un débat autour de cette question de l'Assemblée constituante que vous avez déjà dû entendre parler. Et c'est important d'en parler rapidement parce que c'est la base d'un mythe qu'on entend beaucoup sur la dictature bolchevique. Donc, qu'est-ce que c'est que ce débat sur l'Assemblée constituante ? Cette demande d'organiser une assemblée constituante, ça a longtemps figuré en fait sur les programmes des socialistes, du parti bolchevique notamment, parce que c'était lié avant la révolution à une lutte contre l'autocratie tsariste. C'était un mot d'ordre important dans ce contexte-là pour mobiliser en fait les masses sur cette question démocratique. Mais avec la révolution, justement, se sont développés les soviets, qui sont infiniment plus démocratiques en fait que n'importe quel parlement bourgeois. Et donc, l'existence des soviets rend caduque la question d'une assemblée constituante qui est une démocratie ouvrière à un niveau supérieur en fait. Et donc, ce mot d'ordre-là continue un peu d'exister après la Révolution. Et Lénine, lui, il est en faveur en fait de repousser les élections à l'Assemblée constituante pour plusieurs raisons, et notamment pour laisser le temps aussi aux paysans un peu d'absorber les leçons déjà de la Révolution, les différents gains. Et il y a aussi une question de mettre à jour en fait les listes électorales, parce que en fait les listes qui ont été faites avant la Révolution, les listes électorales, prennent pas en compte la scission qui a eu lieu dans le parti socialiste révolutionnaire. Il y a une scission entre une aile de droite et une aile de gauche. Ce n'est pas reflété en fait par les listes. Lénine est aussi en faveur d'étendre le droit de vote à 18 ans, etc. Mais en fait, Lénine est en minorité sur cette question au sein du parti bolchevique. La majorité des bolcheviks votent quand même pour maintenir les élections à l'Assemblée constituante, ce qui, au passage, montre bien que ce mythe-là de Lénine, le dictateur d'un parti, etc., c'est complètement faux. Pour le coup, là, il était en minorité et c'est pas sa position qui a été appliquée.
Et donc, les élections à l'Assemblée constituante ont lieu et donnent une majorité aux socialistes révolutionnaires. Les bolcheviks sont deuxièmes. Ça reflète le fait que la dynamique parlementaire elle est toujours en retard en fait sur la dynamique réelle en fait dans la société, notamment aussi la dynamique de la révolution. Et au mieux l'Assemblée constituante elle est hors sujet. Au pire en fait ça peut devenir même un appui pour la contre-révolution comme prétexte en fait pour renverser le gouvernement bolchevique. Et effectivement quand l'Assemblée constituante se réunit en janvier 1918, elle refuse de reconnaître les décrets du gouvernement. Elle adopte 3 lois qui, en fait, en substance, sont déjà adoptées par le gouvernement bolchevique. Et c'est à peu près tout ce qu'ils font. Là, après, ils discutent un petit peu de sujets pas très intéressants. Et donc, le comité exécutif pan-russe des soviets décide tout simplement de dissoudre l'Assemblée constituante après cette unique réunion. Parce que, en fait, ils voient bien que ça sert absolument à rien. Il n'y a pas de réaction, en fait, à cette dissolution. C'est un peu l'indifférence générale, personne ne fait de scandale, ce qui montre le poids réel politique en fait de cette assemblée-là qui est quasiment nul. Et notamment, on pourrait se dire, là, les paysans, ils ont élu les socialistes révolutionnaires, ils ont une majorité, peut-être qu'ils vont les défendre. Non, en fait, les paysans n'étaient pas prêts à défendre l'Assemblée constituante parce que, en fait, déjà, ça les intéressait pas vraiment ce qui se passait dans l'Assemblée constituante. C'était pour eux un peu une genre de nouvelle Douma version 2.0. Ils ont déjà en fait leurs propres organes de gouvernance dans les villages, il y a les soviets de paysans, etc. Donc ils en ont un peu rien à faire de cette assemblée constituante-là. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas, cette dissolution-là, c'est pas, comme le prétendent souvent les historiens bourgeois, un genre de acte autoritaire des bolcheviks, ça montre qu'ils respectaient pas la démocratie, etc. Et je reviendrai sur cette question un peu de la démocratie après. Mais voilà, donc pour cette question-là qui anime les premières semaines de la Révolution, ça fait... Bon, voilà, c'est ça. Et donc, fin 1917, ça semble bien aller. Le moral des masses est assez élevé chez les soldats, chez les travailleurs. Pratiquement toutes les régions de la Russie ont déclaré le pouvoir soviétique. Les premières difficultés ont été surmontées. Ça a l'air de bien aller, mais ça c'était que le début. Et il reste des questions très importantes, notamment la question de la guerre, qui est vraiment centrale. En fait, c'est un des obstacles à surmonter, puisque la révolution, ça a lieu pendant la Première Guerre mondiale. Donc cette question d'établir la paix, c'est vraiment super important. Surtout que c'est beaucoup sur cette question-là, en fait, que le soutien au gouvernement provisoire a chuté parce que eux, le gouvernement provisoire, les mencheviks, ont continué à supporter en fait la guerre, soi-disant pour défendre la révolution de février. En réalité, c'était pour défendre les intérêts de la bourgeoisie. Mais donc, ça, c'est un des facteurs importants qui leur a fait perdre la confiance des soldats, des paysans. Et pendant toute la révolution, les bolcheviks défendaient justement la paix sans annexation. Donc c'est urgent de réaliser ça. C'est Trotsky qui va être en charge en fait des négociations avec l'Allemagne qui ont lieu à Brest-Litovsk, c'est en Biélorussie. À cette époque, il est commissaire aux affaires étrangères pour vraiment s'occuper de cette question-là. Mais vous vous doutez que le gouvernement soviétique n'est pas dans une situation d'avantage dans ces négociations-là. L'armée est complètement en train de se désintégrer. L'armée allemande, elle, fait des progressions en Russie, et donc l'Allemagne est en position de force pour imposer ses conditions. Mais la position de Trotsky, c'est d'essayer d'utiliser ces négociations-là, à la fois comme une plateforme de propagande pour essayer de lancer des appels en fait aux travailleurs allemands et du reste du monde aussi, pour soutenir la Russie soviétique, mettre fin à la guerre. Et en même temps, il essaye un peu de gagner du temps en faisant durer les négociations, parce que les bolcheviks font le pari en fait que, vu ce qui se passe en Allemagne, vu la situation, il y a des grèves, des signes de révolte, etc., c'est possible qu'une révolution explose en Allemagne et permette justement de mettre fin à la guerre sans imposer des conditions trop difficiles à la Russie. Mais c'est pas ce qui va se passer. Cette situation révolutionnaire va mettre plus de temps à mûrir. Ça va seulement être en fait en novembre 1918 que vraiment ça va exploser.
Et donc, après avoir poursuivi les négociations aussi longtemps que possible, les soviétiques sont obligés de quitter en fait les négociations. L'Allemagne va reprendre les hostilités et va faire d'énormes avancées en fait en Russie. Et donc, va complètement met en danger le pouvoir ouvrier en Russie. Et donc, le gouvernement soviétique va être obligé de signer l'armistice en mars 1918. C'est le fameux traité de Brest-Litovsk, qui va inclure des conditions, des nouvelles conditions en fait de l'Allemagne, beaucoup plus dures que celles qu'il proposait au départ, notamment retirer en fait les troupes soviétiques d'Ukraine, de Lituanie, d'Estonie, de Finlande. Ils vont aussi annexer une partie du territoire au sud, enfin la Turquie va annexer cette partie-là. Ils demandent aussi la reconnaissance du gouvernement nationaliste ukrainien. Et la Russie arrive comme de cette manière-là en fait à sortir de la guerre, d'avoir un peu ce répit-là nécessaire, mais à un très lourd prix. En fait, la perte de tous ces territoires-là, c'est vraiment des régions industrielles majeures, surtout l'Ukraine en fait. Donc, pour vous donner une idée, avec ce traité-là, la Russie perd 40% de sa capacité industrielle, 90% de sa production de sucre, 70% de sa production, de l'industrie métallurgique. Donc, c'est vraiment un prix très lourd à payer, mais que le régime était obligé de faire en fait parce qu'il tenait vraiment qu'à un fil, et donc il fallait à tout prix en fait atténuer cette pression-là. Et ça s'est pas fait sans heurts en fait, même au sein du parti bolchevique. Toutes ces négociations-là, il y avait une partie des dirigeants bolcheviques en fait qui rejetaient la paix avec l'Allemagne, qui était en faveur en fait de mener une guerre révolutionnaire contre l'impérialisme allemand. Ces dirigeants bolcheviques-là vont former une fraction dans le parti bolchevique qui va s'appeler les communistes de gauche, et dont Boukharine est la figure un peu dirigeante de cette fraction-là. Et bien on peut se dire, cette idée-là d'une guerre révolutionnaire, ça semble bien, c'est ça la position des bolcheviks, non? Mais en fait, c'est un peu l'idée générale, oui, que les bolcheviks avaient, que en renversant le capitalisme en Russie, maintenant ça va donner une motivation en fait aux masses pour continuer à se battre, elles vont avoir quelque chose à défendre, et donc on va pouvoir mener cette guerre-là. Et il faut transformer la guerre impérialiste en guerre révolutionnaire, en guerre de classe, qui va aussi entraîner les travailleurs allemands des autres pays, etc. C'est une belle idée, mais en fait, à cette époque-là, à ce moment-là précis, ce principe abstrait-là, il est impossible à appliquer en fait. Il n'y a pas d'armée concrètement pour se battre. Les masses russes veulent plus se battre en fait au lendemain de la révolution, ils veulent la paix à tout prix, et en plus l'État soviétique n'a pas les ressources nécessaires du tout pour mener cette guerre-là. Et c'est pour ces raisons-là que Trotsky, Lénine en fait sont opposés à ce slogan-là de guerre révolutionnaire. Et la différence entre Lénine et Trotsky, c'est que Lénine, lui, il était en faveur de signer immédiatement l'armistice avec l'Allemagne, et Trotsky, lui, défendait la position que je viens d'évoquer de ni guerre ni paix, on essaie de prolonger les négociations en attendant une révolution. Et c'est la position de Trotsky en fait qui va avoir la majorité en fait dans le comité central bolchevique. Donc c'est pour ça que ça s'est déroulé de cette manière-là. Et pourquoi je mentionne ça? C'est parce que ces débats-là, ils reflètent un phénomène dans le parti bolchevique, c'est l'incapacité de certains dirigeants à comprendre la situation réelle et un peu en fait cette situation qui est difficile à avaler parce que ça vient contredire la vision un peu idéalisée qu'ils avaient de la révolution, et donc pour se réfugier de cette réalité-là, ils vont défendre des mots d'ordre un peu abstraits qui ont l'air très révolutionnaires mais en réalité qui sont complètement vides de contenu. Et ça c'est caractéristique en fait de l'ultra-gauchisme que Lénine va combattre toute sa vie, pas seulement dans le parti bolchevique mais aussi dans l'international, etc. En fait c'est ça, l'ultra-gauchisme a pour caractéristique justement cette application-là de slogans abstraits qui sont un peu appris par cœur sans prendre en compte la situation concrète, et également refuser en fait tout compromis qui est vu un peu comme une trahison des principes révolutionnaires. Et justement les communistes de gauche, ils rejettent le traité de Brest-Litovsk, ils voient ça comme l'abandon de la révolution, de la lutte pour la révolution mondiale, alors qu'en réalité c'est un compromis qu'il fallait faire face à la possibilité dans tous les cas de garder ces territoires sous contrôle soviétique. Et cette espèce de un peu intransigeance, ça a l'air très révolutionnaire, mais c'est seulement un masque en fait qui cache la démoralisation
des communistes de gauche face aux difficultés réelles. La révolution, elle n'est pas telle qu'ils se l'imaginaient, et alors ils se disent c'est pas grave, on va essayer de forcer la réalité en appliquant nos slogans révolutionnaires, peut-être que ça va changer la situation. Et je pense qu'il y a une leçon là-dedans, c'est que souvent on dit oui, on est optimiste, on est des optimistes révolutionnaires. Oui, c'est le cas, mais ça ne doit pas être confondu en fait avec la naïveté et le refus de voir la réalité en face. Et justement, cette naïveté-là, ou cet aveuglement des communistes de gauche, ça tranche vraiment avec l'approche réaliste de Lénine, qui comprenait bien qu'il ne suffisait pas en fait d'ignorer les conditions objectives et de proclamer le communisme pour en faire une réalité. Il voyait que en fait, la construction d'une société socialiste, ça nécessitait un travail patient. Il fallait partir en fait des briques qui ont été léguées par l'ancien régime, en l'absence d'une révolution dans un pays capitaliste avancé qui pouvait venir accélérer un peu ce processus. Et c'est ça en fait l'attitude des vrais révolutionnaires au final. Voilà, en tout cas, ces événements-là de Brest-Litovsk, ça montre aussi les traditions démocratiques qui existaient dans le parti bolchevique, qui même ne se sont pas arrêtées en fait après la révolution. Il y avait encore des débats, et ça montre aussi la méthode de Lénine qui, même quand il était en minorité, il continuait de défendre sa position, il continuait de faire ce travail-là dans le parti, d'essayer d'aller convaincre la majorité. Il écrivait beaucoup d'articles, de résolutions, etc. pour défendre son point de vue. Et donc ça n'a rien à voir avec la vision que on va nous dire de Lénine, qui contrôlait tout, qui avait toujours raison, et qui refusait de discuter. C'était pas du tout ça la méthode de Lénine. En tout cas, après l'armistice, on est en avril 1918, Lénine il appelle à essayer de profiter un peu de cette période de répit qui suit la guerre pour s'attaquer à la question de l'organisation du système économique soviétique. Et une des premières étapes dans cette réorganisation-là, il faut que les travailleurs en fait apprennent à diriger eux-mêmes l'économie. Et c'est quelque chose de nouveau pour les travailleurs, puisque par le passé, ils n'avaient pas leur mot à dire dans l'organisation du travail, dans l'administration, ils étaient maintenus dans l'ignorance par les classes dirigeantes. Et donc, il y a une période d'apprentissage qui est nécessaire. Il faut développer certaines compétences que n'ont pas encore les travailleurs russes. Et c'était ça un peu le sens du contrôle ouvrier qui avait commencé à être mis en place après la Révolution dans toutes les entreprises d'au moins 5 ouvriers. Donc il y avait eu un décret à ce sujet-là. Et l'idée initiale des bolcheviks, donc c'était, on va avoir cette période-là de contrôle ouvrier, ça va être la période d'apprentissage nécessaire avant de pouvoir nationaliser l'économie. Mais comme j'en ai déjà parlé, cette période-là va pas vraiment pouvoir être appliquée parce que les capitalistes vont fermer les usines, vont saboter l'économie. Et donc, on est dans une telle situation qu'à l'été 1918, il y a vraiment un sabotage en fait généralisé de l'économie, et les bolcheviks en fait sont forcés d'adopter des décrets pour nationaliser beaucoup plus rapidement que ce qu'ils auraient voulu des larges pans de l'économie. Et dans tous les cas, cette période-là de répit que s'imaginaient pouvoir avoir les bolcheviks après la fin de la guerre avec l'Allemagne va être de très courte durée, elle va quasiment pas exister parce que presque immédiatement après, en fait, la guerre civile va s'accélérer. Et ça va encore plus ralentir les efforts des bolcheviks de réorganiser la société sur des bases socialistes. En fait, après leur défaite, immédiatement après la Révolution, les chefs contre-révolutionnaires vont se regrouper un peu aux frontières du pays. Krasnov, comme je l'ai dit, va dans la région du Don. On a Denikin dans le sud, Kolchak en Sibérie. Donc tout ça, c'est les généraux blancs, comme on les appelle, donc qui représentent les classes en fait de l'ancien régime, la monarchie, la bourgeoisie. Donc ils vont se regrouper et préparer en fait l'offensive. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas une base sociale très solide en fait. Les chefs, eux, sont directement issus souvent des anciennes classes possédantes, de l'aristocratie, etc. Mais les forces blanches en soi, en fait, elles regroupent toutes sortes d'éléments un peu disparates qui sont simplement unis par leur haine des bolcheviks ou par l'insatisfaction face aux mesures qui sont adoptées par les bolcheviks. Donc ils n'ont pas vraiment d'unité commune, de choses qui les relient.
Et d'ailleurs, ça provoque aussi un peu des disputes entre les forces blanches, même entre certains généraux blancs qui vont un peu se mettre des bâtons dans les roues. Mais leur base solide, c'est l'appui des puissances impérialistes, c'est l'aide militaire et financière qui permet vraiment en fait aux forces blanches d'avoir quelque chose sur lequel se tenir. Et ce soutien-là des forces impérialistes ne va pas être simplement passif, ils ne vont pas se contenter d'envoyer de l'argent en bonne chance. Ils vont vraiment, en fait, surtout à partir du printemps de l'été 1918, vont commencer à intervenir beaucoup plus directement en Russie. Et c'est pas étonnant, en fait, ils veulent surtout pas que la Russie soviétique soit un exemple, en fait, de société pour les travailleurs dans leur pays, dans leur propre pays. Et aussi, il faut pas oublier qu'ils ont des intérêts économiques directs. Par exemple, la France a donné des prêts pour soutenir l'effort de guerre russe, et donc ils veulent récupérer cet argent-là. Le gouvernement bolchevique a dit non, on va pas vous payer. Là ils se disent on va pas s'asseoir sur notre argent, on va aller le chercher. Et donc la guerre civile devient vraiment internationale, donc à partir du printemps-été 1918, avec 21 armées qui envahissent la Russie soviétique. Bon, la guerre civile, ça pourrait être aussi tout un sujet en soi, parce que c'est très complexe sur le plan militaire, il y a plein de fronts différents qui bougent beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu de petits trucs. Si j'arrive. Voilà, donc si vous voyez un peu la carte, ça donne une idée, si vous n'êtes pas très bon en géographie russe, comme c'était mon cas avant de faire cet exposé, un petit peu de où sont les forces en présence et à quoi ça correspond un peu la guerre civile, parce que on peut se dire oui ok il y avait des combats etc, mais je pense qu'avec cette carte vous allez mieux comprendre. Donc à l'est, vous pouvez voir, en fait il y a vraiment tout à l'est, c'est le petit carré en bas à droite. Il y a tout un front en fait autour de Vladivostok, donc vraiment l'extrême est de la Russie, où en fait les Britanniques, les Japonais, les Américains ont à la fois des navires de guerre. Il y a 70 000 troupes japonaises, 25 000 troupes de plein de contingents internationaux, les États-Unis, Grande-Bretagne, France, Canada, la Chine, la Roumanie, la Serbie, l'Italie. Un peu plus proche à l'est, il y a également la Légion tchécoslovaque qui se rebelle. Ça, c'était la Légion tchécoslovaque, c'était un bataillon en fait de forces nationalistes tchèques qui se battait pour la Russie pendant la Première Guerre mondiale et qui, après l'armistice, va se rebeller, va prendre le contrôle du chemin de fer transsibérien et va venir appuyer un gouvernement en fait opposé au gouvernement bolchevique, c'est un gouvernement de SR, le gouvernement de Samara, que vous voyez sur la carte, là c'est une ville à l'est. Au nord, on a à Mourmansk, à Arkhangelsk, des forces britanniques et françaises qui avaient en fait déjà des bases militaires pendant la guerre, qui vont s'en servir pour assister les forces blanches, qui vont être rejointes des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de la Serbie, de la Pologne, et qui vont utiliser en fait ces bases-là pour lancer une offensive en août et en septembre 1918. À l'ouest, on a l'Allemagne donc, qui occupe l'Ukraine, la Finlande. On a un front aussi sur la Baltique qui vient appuyer en fait les armées blanches en Estonie et en Lettonie. Au sud, on a des fronts qui sont contrôlés par les armées blanches avec le Caucase, la région du Don. Odessa va être occupée par la France, qui est appuyée de troupes polonaises et grecques. Le Bakou va être occupé par des troupes britanniques. Bon, vous voyez un petit peu le dessin, c'est vraiment une situation en fait désespérée pour le gouvernement bolchevique. Et vous voyez en fait justement sur la carte, en fait à quel point le pouvoir soviétique va devoir se retrancher. Et donc c'est la petite zone que vous voyez vraiment en rouge, c'est le territoire au point extrême en fait de la guerre civile que contrôle le gouvernement bolchevique. Donc la majorité de la Russie en fait est sous contrôle de troupes impérialistes. Et c'est vraiment une situation désespérée, notamment Petrograd, Moscou sont vraiment presque sur la ligne de fond. Et ça, vous vous doutez, la guerre civile, ça a un impact énorme en fait sur tous les aspects de la vie dans la société soviétique. Il y a déjà les conséquences immédiates en fait de la contre-révolution sur la population. Le bilan humain est très lourd. Il y a des pogroms qui sont organisés en fait par les armées blanches qui sont très antisémites. Il y a la terreur blanche en fait qui va régner dans toutes les régions occupées par les armées blanches.
La perte de l'Ukraine, d'autres régions, évidemment, j'ai parlé un peu des conséquences économiques, mais ça pose surtout le problème majeur d'approvisionnement en céréales. Et donc en 1920-1921, il y a vraiment d'énormes famines. Et il y a même en fait des cas de cannibalisme qui sont recensés, donc ça vous montre à quel point la situation est vraiment dramatique. Ça provoque aussi un effondrement de la capacité de la production industrielle, puisque toute la guerre civile en fait provoque des perturbations dans la circulation, dans l'approvisionnement de toutes les denrées, et donc en fait toute l'économie est dirigée complètement vers l'effort de guerre. C'est la question militaire qui occupe tous les aspects en fait de la société, et l'économie qui était déjà en fait sortie dans un mauvais état de la Première Guerre mondiale, complètement c'est ça, subordonné en fait aux questions de la guerre. Et ça force en fait le gouvernement à adopter des mesures drastiques. C'est la période qu'on appelle la période du communisme de guerre, que Lénine décrit en disant que il dit: nous monterons comme dans une forteresse assiégée tant que les autres détachements de la Révolution socialiste internationale ne seront pas venus à notre aide. Donc ça montre un peu l'objectif qu'avaient les bolcheviks, c'était simplement en fait tenir bon dans cette situation. C'était tout ce qu'ils pouvaient faire en fait dans cette situation-là. Et donc, à cette période-là du communisme de guerre, j'ai dit, c'est des mesures drastiques. Il y a toute une série de mesures qui sont prises entre le printemps et l'automne 1918. Notamment, fin mars, va être mis fin au contrôle ouvrier des chemins de fer. En avril, le service militaire obligatoire est instauré pour tous les hommes de la classe ouvrière et les paysans entre 16 et 40 ans. En juin, va être établi un commissariat à l'alimentation qui va avoir en fait des pouvoirs étendus pour aller saisir, réquisitionner le grain, les céréales, etc., si nécessaire, auprès des paysans riches qui en fait refusent de livrer leur récolte. Et donc ce commissariat va avoir des pouvoirs étendus, notamment il a ses propres détachements armés, il a aussi la possibilité de outrepasser les décisions des soviets locaux. Pendant l'été, toute l'industrie lourde va être nationalisée, etc. Donc c'est des mesures drastiques, mais en fait qui sont nécessaires dans la situation à laquelle fait face la Russie soviétique, qui est vraiment obligée de consacrer toutes ses forces à sa survie. Et toutes ces mesures-là ont toujours été considérées en fait par les dirigeants bolcheviks comme temporaires. Et vont prendre fin en fait dans leur majorité après la guerre civile, à partir de 1921. Et vraiment l'année 1919 c'est sans doute l'année la plus critique en fait pour la révolution soviétique, donc outre parce qu'il y a ce danger extérieur là des invasions des armées impérialistes, et aussi parce que il y a aussi un danger intérieur en fait. Parce que face à cette situation-là, les réquisitions de céréales, etc., le mécontentement des paysans en fait est en train de grandir. Notamment, c'est ce qui pousse les socialistes révolutionnaires de gauche à rompre avec le gouvernement bolchevique. Donc auparavant, le gouvernement soviétique, c'était une alliance entre les bolcheviks et les SR de gauche, qui représentent les paysans pauvres. Face à ce mécontentement-là, ça va les pousser de plus en plus en fait à s'opposer au gouvernement bolchevique et même en fait à commettre des attentats terroristes contre des dirigeants bolcheviques. Notamment, ils vont essayer d'assassiner Lénine, qui en réchappe de justesse. Mais globalement, les paysans pauvres soutiennent encore relativement en fait le gouvernement soviétique parce que, notamment, ça c'est important, les troupes blanches quand ils arrivent en fait dans des nouvelles régions, ils rétablissent les propriétaires terriens. Donc les paysans pauvres voient bien que les armées blanches en fait sont pas de leur côté et sont du côté des grands propriétaires. Donc ils soutiennent encore relativement les bolcheviks. Pour combattre tout ce danger-là extérieur, le régime soviétique en fait il a besoin de sa propre force militaire. Il y a toute la puissance combinée de 21 pays impérialistes. Il faut leur opposer quelque chose. Et donc oui, il y a les gardes rouges qui ont joué un rôle important, surtout dans les villes en fait, au moment de l'insurrection. Mais au mieux, c'est quelques centaines de milliers en fait de volontaires. Ça, c'est pas suffisant pour résister militairement.
Et donc, fin janvier 1918, va être pris un décret sur la création de l'Armée rouge, Armée rouge des ouvriers et des paysans, c'est ça le mot officiel, pour commencer en fait à constituer cette force. Et c'est un travail qui est dirigé par Trotsky, qui va être nommé aussi commissaire à la guerre. Et Trotsky lui-même en fait joue vraiment un rôle important dans la fondation, dans la création et l'organisation de l'Armée rouge. Il mène une véritable campagne en fait sur le front avec son fameux train blindé, vous avez déjà dû en entendre parler, qui n'était pas seulement un train en fait, c'était un vrai état-major qui servait oui à aussi transporter des renforts, de l'équipement pour alimenter le front. Mais aussi, il y avait dans ce train-là, il y avait une imprimerie, il y avait une station radio, il y avait tout le matériel en fait pour assister politiquement la campagne. C'était pas seulement une question militaire, pour organiser des meetings de masse, pour un peu remonter le moral des troupes rouges. Et c'est vraiment ça qui est important aussi, c'est cet élément d'unité-là en fait dans l'armée rouge, cette conviction politique d'avoir quelque chose à défendre, qui a joué un rôle important dans la capacité de résistance en fait des masses russes. Alors que, comme j'ai déjà mentionné, les troupes blanches, eux, tout ce qui les alimentait, c'était la haine contre le régime bolchevique et contre les masses. Mais c'est pas suffisant de simplement avoir une conviction solide pour gagner. Il y a aussi des batailles. Donc il faut aussi organiser une armée professionnelle. Je suis déjà à 45 minutes ou... Oula. Bon, je sais pas. Bref, ok. Bon. Oui, donc c'est ça. Et donc il faut des nouvelles méthodes en fait d'organisation de l'armée. Donc notamment, j'en ai parlé, le service militaire obligatoire, etc. Le principe d'élection des officiers aboli. Ça crée beaucoup de débats aussi, cette question de professionnalisation de l'armée rouge. Mais c'est toutes ces mesures-là qui permettent en fait de mettre sur pied une armée rouge forte de 5 millions d'hommes qui va vraiment commencer à enregistrer ses premières victoires à partir de septembre. Et ça, c'est un exploit en fait d'avoir réussi à créer l'armée rouge en seulement quelques mois dans des conditions extrêmement difficiles. J'ai pas trop le temps d'aller dans les détails, visiblement, mais il y a plein d'écrits militaires de Trotsky très intéressants à lire là-dessus. Ok. Bon, je vais passer ça. Donc c'est vraiment, je pense, ces deux aspects-là, cet aspect-là de l'armée rouge qui va beaucoup permettre aux bolcheviks de gagner. Mais également, il y a un autre facteur, c'est aussi la solidarité internationale, la mobilisation internationale, parce que on est dans une période d'effervescence révolutionnaire en Europe, les bolcheviks vont aussi s'appuyer là-dessus pour lancer des appels à soutenir la révolution. Et c'est pas étonnant, il y a l'impact de la Première Guerre mondiale, la situation de crise du capitalisme qui existait en Russie, elle existe ailleurs. Et au sein du mouvement ouvrier, en fait, il y a toutes sortes de transformations, des ailes gauches qui se développent, etc. Et donc, les bolcheviks vont mener aussi une propagande, un travail d'agitation en fait sur le front à l'adresse des troupes impérialistes pour les appeler en fait à soutenir les travailleurs, les paysans russes. Ça va avoir un effet important. Le moral en fait est très bas dans les troupes impérialistes. Il y a des mutineries, il y a même des prisonniers de guerre étrangers en fait qui prennent la nationalité russe, qui rejoignent l'armée rouge. Et ça aussi, ça va être un facteur décisif dans la victoire en fait de la révolution. Et tout ce contexte-là d'effervescence révolutionnaire en Europe est aussi la base sur laquelle les bolcheviks vont appeler à fonder la Troisième Internationale en mars 1919. Là encore, je n'ai pas le temps de revenir en détail là-dessus, mais peut-être que quelqu'un pourra intervenir là-dessus. Mais c'est un travail important des bolcheviks. En pleine guerre civile, ils vont quand même mettre beaucoup d'efforts à construire une internationale qui peut justement être un vrai véhicule de la révolution mondiale. Il y a plein de débats qui sont organisés. Il y a les 4 premiers congrès de l'internationale
qui sont organisés pour vraiment rallier en fait, et former la future génération communiste. Donc voilà les deux aspects qui permettent aux bolcheviks de remporter la guerre civile, mais les problèmes ne vont pas s'arrêter là. Après la guerre civile, c'est vraiment urgent en fait, de procéder à des changements parce que le mécontentement dans les campagnes est en train d'atteindre un point critique. Il y a des soulèvements paysans à divers endroits. Donc en 1921, la situation est encore critique. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est stimuler la production agricole. Il y a encore des grandes famines qui frappent le pays. Pour protester contre les réquisitions, en fait, les paysans de plus en plus refusent de livrer leurs récoltes. Et la production est aussi très faible. Et donc c'est là que va être introduite la nouvelle politique économique, la NEP, qui marque la fin des réquisitions, qui permet en fait aux paysans d'aller vendre leur surplus sur le marché. Donc il y a un retour du marché. En fait, l'objectif, c'est de donner un peu une incitation financière aux paysans pour augmenter la production agricole. Donc ça va fonctionner relativement, mais c'est une concession en fait qui comporte un danger de restauration capitaliste, puisque ça permet à une petite couche, une couche de paysans de s'enrichir, de spéculer sur le grain, etc. Mais oui, c'est une concession qui est nécessaire parce que il faut vraiment, c'est ça l'urgence, c'est booster la production agricole les mesures de la NEP, ça permet un peu de temporiser par rapport à ça. Lénine est bien conscient en fait du danger que ça implique. Il s'inquiète de plus en plus du développement de la bureaucratie, que ce soit dans l'État soviétique, mais aussi au sein du parti bolchevique. C'est sûr que dans les conditions que j'ai décrites, il n'y a pas les bases pour développer un État ouvrier sain. En fait, la seule garantie pour encadrer le développement de la bureaucratie, c'est un contrôle démocratique des masses. Donc il faut la participation la plus large possible en fait, de larges couches de travailleurs dans l'organisation, dans le fonctionnement de la société. Mais la guerre civile a énormément pesé sur la démocratie soviétique. Beaucoup de travailleurs ont dû fuir en campagne pour se nourrir, beaucoup se sont engagés dans l'armée rouge, sont morts sur le front. Et en fait, il y a les centres industriels perdent quasiment la moitié de leur population. Donc, dans ce contexte-là, les soviets sont quasiment désertés, il n'y a plus vraiment cet élément-là de démocratie dans les soviets. Ça permet à la bureaucratie de se développer de plus en plus, de se consolider. Et Lénine écrit beaucoup là-dessus, il est très lucide, conscient qu'il y a des éléments de l'ancien régime en fait, qui essaient de revenir à des positions de pouvoir. Les bolcheviks vont fonder en fait, le Rabkrin, c'est l'inspection du travail, pour combattre en fait, la bureaucratie. Ironie du sort, le dirigeant de ce truc-là, c'est Staline, qui en fait va s'en servir pour renforcer la bureaucratie justement et constituer une clique autour de lui. En 1922, Lénine il est victime d'une série d'AVC, sa santé décline, il va s'associer avec Trotsky sur différentes questions en fait, pour lutter contre la bureaucratie qui se développe même dans le parti bolchevique, mais sa santé continue de se dégrader. Il y a plein de manœuvres en coulisses en fait, pour l'écarter aussi, le tenir à l'écart de ce qui se passe dans le parti. À sa mort en 1924, ça va vraiment permettre à la bureaucratie un peu ça dégage un obstacle important qui est l'autorité politique de Lénine sur la voie de la bureaucratie. Autre élément important, c'est qu'en 1923, il y a une révolution qui éclate en Allemagne, qui aurait pu radicalement en fait, changer et mettre un stop en fait, au développement de la bureaucratie si elle avait réussi. Mais malheureusement, c'est un échec. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails. Mais ça, c'est un autre coup dur en fait, au moral des masses russes. Et la suite, vous la connaissez, c'est la dégénérescence de la révolution russe, qui entraîne aussi la dégénérescence de l'internationale communiste, la montée du stalinisme, etc. Mais ça, c'est un autre exposé. Si vous voulez une analyse plus développée, vous pouvez lire La Révolution trahie de Trotsky, ou vous pouvez lire la biographie Staline de Trotsky, qui est disponible sur notre table politique. Si on devait faire un peu un bilan, pour finir, de la période où les bolcheviks ont été au pouvoir, déjà, faut souligner la lutte titanesque qu'ils ont menée
pour permettre à la révolution de survivre dans des conditions qu'on ne pourrait pas imaginer. Enfin, pour vous donner une idée, en fait, dans les premières années de la révolution, il y a 9 millions de morts, surtout à cause des famines, des épidémies aussi. Donc c'est vraiment une situation dramatique. Et on peut se dire, en fait, à quoi ça sert tout ça? Parce que c'était une lutte, certes pour la survie, au final, rien n'a vraiment été gagné. Et effectivement, vu les conditions d'arriération économique, ça prend beaucoup de temps pour avoir vraiment des gains économiques, comme on en parle souvent quand on donne les exemples de l'économie planifiée, qu'est-ce que ça peut apporter? Tous ces gains économiques-là mettent du temps à se développer. Mais déjà, en fait, la redistribution des terres, les nationalisations, tout ça, c'est des gains massifs quand même pour les masses. Ça leur donne en fait un sentiment de possession de la révolution. Et c'est ce qui explique en fait leur héroïsme dans la lutte contre les armées blanches, etc. Donc c'est important d'étudier en fait toutes les mesures aussi que les bolcheviks ont mis en place pour renforcer ce lien-là des masses avec leur révolution. Il y a plein d'articles qu'on peut lire, les décrets, tous ces textes-là sont très intéressants. Mais avant tout, le gain immédiat, en fait, c'est le fait que la révolution a extirpé les masses en fait, de leurs conditions d'exploitation, d'oppression. Ça leur a enfin donné une place dans la société, même si le développement de la démocratie soviétique il a été limité par la guerre civile. Ça a vraiment permis la participation réelle, en fait, pour la première fois de l'histoire, de millions de personnes directement en fait, à participer dans la société. Et ça, c'est une expérience historique majeure qui est une source à la fois d'inspiration aussi de leçons pour les révolutionnaires aujourd'hui. Pareil, ça j'ai pas le temps d'en parler, mais les bolcheviks au pouvoir, c'est aussi la volonté de transformer les normes sociales, culturelles, et ils ont commencé à prendre des mesures en fait pour entamer ce processus-là, à commencer par la place des femmes dans la société. Ils ont ouvert le droit au divorce, reconnaître le mariage civil, reconnaître les enfants qui sont nés hors mariage. Ils ont aboli le code criminel qui pénalisait l'homosexualité. Ils ont lutté aussi contre l'influence de la religion, notamment de l'Église, de l'Église orthodoxe qui joue un rôle important dans la société, en séparant l'Église et l'État. Ils ont aboli les écoles confessionnelles, donné la liberté de religion garantie. En termes d'éducation aussi, il y a eu un programme de lutte en fait, contre l'analphabétisme, réforme du système d'éducation. Il y avait plein de nouvelles matières qui étaient enseignées à l'école, même la façon d'enseigner en fait, a été complètement transformée. Il y a eu aussi une lutte pour donner accès en fait, aux masses à la culture. Il y a eu un élan énorme créatif dans tous les arts. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais ça aussi c'est un gain important en fait, de la révolution, même dans ces premières années. Et donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on défend inconditionnellement la révolution russe et l'héritage que les bolcheviks ont légué aux révolutionnaires en fait, aujourd'hui. On les défend à la fois contre les mythes propagés par la bourgeoisie, on la défend contre les distorsions des staliniens, et on la défend aussi contre cette couche-là un peu d'intellectuels petits bourgeois, soi-disant marxistes, qui en fait rejettent les mesures des bolcheviks qui sont là, un peu plein de dédain. Ils disent ça ne correspond pas à notre idéal communiste, donc au final ils en reviennent à rejeter le communisme lui-même. Ils se disent oui, si c'est ça le communiste, non, en fait c'est une bonne idée mais ça ne peut pas être appliqué, ça vous avez dû l'entendre 1000 fois. Parce qu'en fait, ils sont incapables de distinguer le communisme réel, la société d'abondance, sans classe, sans État qu'on veut construire, de la lutte pour la survie dans laquelle étaient les bolcheviks. Et bien sûr, les bolcheviks n'ont jamais prétendu que ce qu'ils faisaient, c'était du communisme. Ils n'avaient pas d'illusion là-dessus. Mais ils ont été forcés justement de prendre ces mesures-là qui ne plaisent pas aux petits bourgeois, parce que ces mesures-là, elles leur ont été imposées en fait, par une lutte à mort contre l'impérialisme. Et donc ces mesures-là, nous on les défend parce qu'elles étaient nécessaires en fait, pour la survie de la révolution. Et on doit vraiment étudier cette période-là, c'est une période importante de notre histoire, de l'histoire du mouvement ouvrier mondial. Et ça représente en fait une étape importante vers l'accomplissement de la tâche historique qu'on s'est fixée, c'est renverser le capitalisme, construire une société communiste. Donc on doit reprendre en fait la suite des bolcheviks et reprendre là où ils se sont arrêtés et accomplir la révolution mondiale.